La loi 1807 dédiée à la protection des données à caractère personnel. On va commencer d'abord par une introduction. Alors, vous arrivez à voir mon écran. Tout le monde voit mon écran. Alors, d'abord, on va parler de la genèse de la loi. Le 10 juin 2018, il y a eu la promulgation de la loi 1807 au journal officiel numéro 34. Le 18 mai, il y a eu la nomination des membres de l'ANPDP. Donc, l'ANPDP, c'est l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel par décret présidentiel. Le 11 août, il y a eu l'installation des membres. Puis, juste après, l'autorité a lancé son site web. Et sur le site web, il est bien écrit que la présente loi entrera en vigueur dans un délai maximum d'une année après l'installation des membres. Donc, août 2022, août 2023. L'échéance, c'est août 2023. C'est quoi l'objectif de la loi 1807? D'abord, il faut savoir que notre Constitution stipule dans son paragraphe 1 que toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur. Et dans le paragraphe 4, c'est la protection des données des personnes dont le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Donc, la loi vient consacrer ce que stipulait la Constitution, donc, et vient réglementer tous les traitements à caractère personnel que nous utilisons au quotidien. Donc, elle veille au traitement des données à caractère personnel, au respect de la dignité humaine et à la vie privée. Parmi les missions de l'ANPDP qui sont citées sur le site, il y a bien sûr la délivrée, elle permet de délivrer des autorisations et recevoir les déclarations. Donc, il y a deux types de déclarations, la déclaration toute simple et la demande d'autorisation. Et bien sûr, elle informe, elle conseille, elle reçoit les réclamations. Elle reçoit les réclamations, ça veut dire qu'il y aura sur le site web un formulaire, d'après le site de la NPDP, où les personnes vont soumettre leurs plaintes et leurs réclamations. Elle autorise, etc. Et parmi les choses intéressantes, elle peut développer des relations de coopération avec les autorités étrangères similaires. Et c'est ce que nous attendons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des milliers de sociétés qui hébergent leurs données à l'international et ils se trouvent bloqués parce que ça nécessite une autorisation. Alors, qui est concerné? La loi 1807 s'applique à toute entreprise qui est établie en Algérie dès lors qu'elle manipule des données à caractère personnel. Les ressources humaines, la paye, c'est des données à caractère personnel, donc automatiquement toutes les entreprises sont concernées et même les organismes gouvernementaux, publics, les administrations aussi sont concernés. Alors, sont concernés aussi les sous-traitants. La loi vient de donner une notion de sous-traitant des données à caractère personnel. Une société qui héberge ses données chez un hébergeur, l'hébergeur est un sous-traitant pour cette société. Parlons un peu de sanctions avant de commencer à décrypter la loi. Alors, parmi les sanctions, il y a deux types, les sanctions administratives et les sanctions pénales. Les sanctions administratives, il y a 8 articles dans la loi. La plus légère, c'est un avertissement. La plus lourde, c'est une amende de 500 000 dinars. Les sanctions pénales, c'est 20 articles, de l'article 54 à l'article 74. La plus légère, c'est 2 mois de prison et la plus lourde, c'est 5 ans de prison. Quand même. Voyons maintenant quelques définitions. Alors, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui permet d'identifier une personne, directement ou indirectement. Directement, par exemple, nom, prénom, date de naissance. Indirectement, un numéro de téléphone, un matricule, etc. Donc, il y a 3 façons d'identifier une personne. Directement, indirectement, il y a aussi la combinaison d'informations qui permet d'identifier une personne. Par exemple, un nom seulement, plus une adresse, plus un achat sur un site web, je pourrais identifier la personne grâce à cette combinaison. Donc, toute donnée qui permet d'identifier une personne directement ou
indirectement est considérée comme une donnée à caractère personnel. Exemple, nous avons les informations des employés, nous avons les informations des clients quand il s'agit des clients de personnes physiques, ou bien les contacts d'une personne morale qui sont inscrits sur le logiciel. Les données fournisseurs, c'est la même chose. Vous avez aussi les données des prospects. Quand vous faites des actions marketing, vous récupérez des prospects. Et vous avez aussi les données de navigation sur le site web lorsque ces données permettent de récupérer une adresse IP, de récupérer une adresse email, etc. Ne sont pas concernées les données recueillies dans un site web lorsqu'il s'agit par exemple de sauvegarder les paramètres d'un utilisateur ou bien ce qu'il a mis dans le panier dans un site e-commerce, etc. Alors, il y a aussi parmi les données à caractère personnel, les données sensibles qui sont concernées aussi par la loi. Donc, parmi les données sensibles, c'est les origines raciales, arabes, kabyles, mozabites, les opinions politiques, les croyances religieuses, les appartenances syndicales. Tout cela est défini comme étant des données à caractère personnel et en plus sensibles. Alors, qu'est-ce qu'un traitement de données à caractère personnel? Un traitement, c'est la collecte, l'enregistrement, la structuration de données, la conservation de ces données, la transmission de ces données, la modification, l'extraction, la communication, la mise à disposition. Tout cela est considéré comme étant un traitement à caractère personnel. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de traitements, les manuels et les automatiques. Alors, un traitement manuel, c'est que lorsque je prends mon stylo et je fais un traitement sur des données à caractère personnel. Et tout ce qui est automatique, il est fait par un ordinateur, par un logiciel, etc. Une donnée à caractère personnel n'est pas seulement une donnée qui est enregistrée, une donnée numérique. Un CV sur un papier est considéré comme une donnée à caractère personnel. Alors, il y a certains traitements qui sont exclus, ce n'est pas notre domaine maintenant. Alors, la loi précise qu'il y a un responsable de traitement et un sous-traitant. Le responsable de traitement, en général, c'est le gérant de l'entreprise ou bien son représentant. En général, c'est le gérant de l'entreprise ou le maire quand il s'agit d'une commune ou bien le ministre quand il s'agit d'un ministère. C'est lui qui détermine la finalité du traitement des données à caractère personnel. Le sous-traitant, c'est lui qui traite pour le compte du responsable de traitement des données à caractère personnel. Un hébergeur pour une application web d'une entreprise, c'est un sous-traitant. Le responsable de traitement, donc on l'a bien spécifié. Le sous-traitant, on a bien, par exemple, un prestataire de services informatiques tel que un éditeur de logiciels qui va faire la maintenance de son logiciel chez le client et qui a accès aux données du client est considéré comme un sous-traitant. Une entreprise qui assure la sécurité informatique chez une autre entreprise est considérée aussi comme un sous-traitant. Alors, nous allons maintenant parler des principes fondamentaux qu'apporte la loi. Il faut comprendre clairement ces principes parce que c'est de là d'où vient la conformité. Alors, la licéité, le premier principe, la licéité et la loyauté. Pour pouvoir faire un traitement sur des données à caractère personnel, il faut un fondement légal de ce de ce traitement plutôt. Donc, le premier fondement légal, c'est le consentement express. Donc, l'utilisateur ou la personne doit donner son consentement express pour que vous puissiez manipuler, traiter ces données chez vous. Il faut lui donner la possibilité de se rétracter, il faut lui donner la possibilité de modifier, de supprimer, de s'opposer au traitement. Ça, c'est le premier fondement légal. Ce n'est pas l'unique fondement légal pour pouvoir traiter des données. Alors, nous avons, je vous donne des exemples pour le consentement. Là, je suis dans un contrat d'abonnement et on m'affiche deux cases à cocher. J'accepte les conditions générales de vente et je dois cocher. Et j'accepte que mes données personnelles soient transmises à la société X à des fins de prospection commerciale. Donc, vous voyez là, il y a une deuxième notion qui est la finalité du traitement. Pourquoi je donne mon consentement? Regardez
cet exemple-là, là, je suis dans la case à cocher, je dis, si vous ne souhaitez pas recevoir des propositions commerciales, Yacine, vous m'entendez? Alors, Oui, oui, on vous entend, on vous entend. très bien. Regardez le message qui est écrit devant la case à cocher. Si vous ne souhaitez pas recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par voie électronique, merci de cocher cette case. Ce consentement n'est pas accepté. C'est un consentement opt-out passif. Ça veut dire, si je refuse, je dois cocher. Ça, c'est pas accepté. Regardez ce consentement. Alors, il y a le formulaire et la case, elle est pré-cochée. J'accepte de recevoir chaque semaine la newsletter. Aussi, ce consentement n'est pas accepté, n'est pas valable parce qu'il n'y a pas une action de la personne. Dans ce cas-là, j'accepte de recevoir chaque semaine la newsletter de site web. Là, c'est un consentement valable. Donc, si je ne coche pas la case, je ne dois pas recevoir de newsletter. Regardez ce consentement. J'accepte de recevoir chaque semaine la newsletter de site Flané ainsi que des offres ciblées. Ça, c'est un consentement non valable parce qu'il implique deux traitements en même temps. Est-ce que si je ne peux pas donner mon consentement sur le premier et refuser le deuxième, donc c'est un consentement non valable. Le consentement valable, c'est de séparer les deux finalités et de donner la possibilité à la personne de choisir celle qu'il souhaite. Ça, c'est un cas de consentement. Maintenant, il y a des traitements de données qui ne nécessitent pas de consentement. Par exemple, respect d'une obligation légale. Lorsque vous allez déclarer aux impôts, à la CNAS, la déclaration des employés, c'est une obligation légale. Vous n'êtes pas obligé de prendre le consentement de votre employé. Le deuxième cas, c'est l'exécution d'un contrat auquel les personnes concernées est partie ou à l'exécution des mesures précontractuelles. Alors, précontractuelles, supposons que j'aille dans une société d'assurance et je demande un devis pour l'assurance de mon local. À ce moment-là, je suis obligé de donner mes informations, nom, prénom, etc., adresse. La société d'assurance n'est pas obligée de demander mon consentement parce que je suis dans une situation précontractuelle. Une situation contractuelle, un contrat d'achat ou de vente ne nécessite pas un consentement. Le client qui vient chez vous pour acheter un produit vous n'avez pas besoin de lui demander un consentement parce que vous êtes dans le cas d'un contrat. À la sauvegarde d'intérêts vitaux, lorsque la personne est en danger, on doit la sauver, on n'est pas obligé de prendre son consentement. À l'exécution d'une mission d'intérêt public, par exemple le recensement national, à la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement. L'intérêt légitime, il faut le prouver. Par exemple, je mets une caméra de télésurveillance, de vidéosurveillance devant mon local. C'est des données à caractère personnel que je vais récolter parce que les images permettent d'identifier la personne. Je peux inclure le fondement légal de ce traitement et le mettre en tant qu'intérêt légitime, mais je dois prouver qu'il y a eu, par exemple, plusieurs cas de vol devant mon local, etc. Donc ça, c'est l'intérêt légitime. Donc, il faut le consentement. Certains cas ne nécessitent pas le consentement, pré-contrat, obligation légale, intérêts vitaux, intérêts publics. Il y a d'autres cas qui ne nécessitent pas de consentement. Le deuxième principe que ramène la loi, c'est la finalité du traitement. Tout traitement de données doit venir satisfaire un objectif précisément déterminé et légitime. D'accord? Il n'est pas possible de collecter et de traiter des données personnelles à toute fin utile ou dans l'éventualité où elles pourraient un jour servir à quelque chose. Là, c'est important parce qu'on ne peut pas traiter des données à caractère personnel sans avoir une finalité précise et déterminée. Alors, d'ailleurs, dans la déclaration qu'on doit faire à l'autorité, il est demandé qu'on précise la finalité du traitement. Alors, regardez, je vous donne des exemples.
Recueillir les données des élèves, c'est une finalité non suffisamment déterminée parce qu'on ne dit pas pourquoi on va recueillir les informations des élèves, les données des élèves. Organiser la répartition des élèves par niveau scolaire, fichier, ça c'est une finalité déterminée et explicite, l'organisation et l'objectif du fichier. Analyser la navigation d'un internaute, ce n'est pas une finalité suffisamment déterminée. Il faut préciser l'exploitation précise des résultats de l'analyse. Faire de la publicité ciblée, c'est une finalité déterminée et explicite. Le deuxième cas, surveillance vidéo d'un salarié en continu. C'est une finalité non légitime, sauf si l'employeur justifie d'une raison très particulière, exemple raison exceptionnelle de sécurité, donc c'est l'intérêt légitime. Calcul de l'impôt au regard de la situation économique du citoyen. C'est une finalité légitime car fondée, comme on a dit tout à l'heure, sur une obligation légale qui m'oblige à déclarer les impôts de l'employé. Géolocalisation des utilisateurs d'une application mobile de discussion. Nous avons une application mobile de discussion et elle permet de géolocaliser les personnes qui discutent. C'est une finalité non légitime en raison de l'absence de justification pour le service fourni. Le service fourni, c'est une discussion. Pourquoi géolocaliser les personnes? Livraison à l'adresse du domicile du client. C'est une finalité légitime car on ne peut pas livrer sans connaître l'adresse et le nom, prénom, le téléphone du client. Donc, le deuxième principe, la finalité qui est très important, qui doit être mentionné sur la déclaration à soumettre à l'autorité. Le principe de minimisation. Alors, dans la loi, il est dit proportionnalité des données. Moi, je préfère dire minimisation comme c'est dit dans le RGPD. Il faut demander juste les données dont on a besoin. Vous allez par exemple envoyer une newsletter à vos adhérents. Vous n'êtes pas obligé de récolter la date de naissance ou la situation familiale ou même le téléphone. C'est la minimisation. Il ne faut récolter que les informations nécessaires à la réalisation du traitement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se demander quel est l'objectif, quelles sont les données indispensables pour atteindre cet objectif, ai-je le droit de collecter ces données, ai-je bien distingué les données obligatoires des données facultatives. Le quatrième principe, c'est l'exactitude. Et là, c'est très important, il faut que toutes les informations soient exactes. Supposons que vous allez recueillir les informations de votre client et que vous vous êtes trompé sur le numéro d'identifiant fiscal. Et vous allez mettre dans des problèmes celui qui a le numéro d'identifiant fiscal erroné que vous avez saisi. Un exemple, par exemple. Donc, il faut saisir des données exactes et tenues à jour. Il faut bien sûr... Il faut faire toutes les mesures raisonnables pour être prises, que les données à caractère personnel soient exactes et à jour. Alors, la conservation. La loi vient avec un principe fondamental aussi qui est la conservation des données. On ne peut pas conserver indéfiniment les données d'une personne. Il faut une limite. La limite peut être, par exemple, selon une obligation légale, une facture, le fichier client, un client, les données à caractère personnel d'un client peuvent être conservées le temps d'une obligation légale qui est, par exemple, de 10 ans. Après, je dois détruire ou bien anonymiser. On verra tout à l'heure comment faire. Par exemple, un prospect que vous avez recueilli à partir d'un formulaire, si au bout, il faut un délai raisonnable. Il faut savoir qu'il n'y a pas aujourd'hui en Algérie un référentiel pour les délais, pour la conservation, les délais de conservation des données à caractère personnel. Mais on doit fournir, selon l'autorité, un délai pour chaque traitement, pour chaque conservation des données. Donc, pour un prospect, s'il ne répond pas au bout d'une année ou de 2 ans, on peut détruire ces données. Il faut les détruire. Donc, il faut spécifier la durée de conservation de ces données-là. Donc, si l'objectif est atteint et nous n'avons pas une obligation légale, les données doivent être supprimées
ou bien il faut appliquer un processus d'anonymisation. Des fois, on a besoin de garder les données, par exemple, les, les achats de nos clients, on voudrait faire des statistiques sur, par exemple, les achats par région, par produit, etc. Et si on va détruire ces données, on ne pourra plus faire ces statistiques ou ces données, croiser ces données. Ce qu'on peut faire, ce qui est autorisé, c'est d'anonymiser les données. Donc, remplacer le nom, le prénom, etc. par des X, toute information qui permet d'identifier la personne par des X et garder son historique d'achat. À ce moment-là, je pourrais faire son historique d'achat, sa wilaya. Une wilaya ne permet pas d'identifier une personne, mais je pourrais avoir des statistiques de vente par wilaya. Ou bien un système d'archivage s'il est autorisé par l'autorité. Pardon. Alors, la sécurité et la confidentialité. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir de protection des données à caractère personnel sans sécurité informatique. Ça, c'est clair. L'inverse, c'est possible. On peut avoir un système sécurisé, une sécurité informatique, mais sans protection des données à caractère personnel. Je m'explique. Supposons qu'une banque a mis en œuvre tous les moyens pour sécuriser ces systèmes d'information. Tout est bon, on ne peut pas accéder aux données de l'extérieur, etc. Mais elle prend sa base de données, elle la fournit à une agence marketing pour faire de la prospection. À ce moment-là, la sécurité, elle existe, mais la protection des données caractère personnel n'existe pas. L'inverse, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir de protection des données à caractère personnel sans la sécurité. Parce qu'une violation de données, une fuite de données, c'est une infraction à la protection des données à caractère personnel. Donc, la loi exige de prendre toutes les mesures. Ce n'est pas une obligation, de résultat, mais une obligation de moyens, parce qu'on ne peut pas avoir assurer la sécurité à 100%, mais il faut une obligation de moyens pour la confidentialité, pour l'intégrité et pour la disponibilité des données. Ça, c'est important pour les hébergeurs. Alors, transfert vers un pays étranger. Pour le transfert vers un pays étranger, la loi exige une demande d'autorisation. Une demande d'autorisation pour le transfert vers des pays qui ont le même niveau de sécurité, de protection des données à caractère personnel que le nôtre. Et le problème, c'est que la demande d'autorisation, l'autorité, elle a un délai de 2 mois pour répondre. Et si elle ne répond pas, c'est que c'est un refus. Alors ça, c'est aussi important qu'il y a une implication directe technique sur tous nos systèmes. Les droits des personnes, le droit à l'information. Toute personne que vous manipulez ces données à caractère personnel doit être informée de votre identité, SARL, X, etc., votre adresse, la finalité du traitement. Toutes ces données toutes ces personnes doivent être informées de ces informations-là. Alors, le droit d'accès. La loi exige que si une personne vous demande ces données, vous devez les lui remettre sous un format lisible et gratuitement. Le droit de rectification, le droit d'opposition, l'interdiction à la prospection directe. Donc, il faut, et c'est exigé par la loi, il faut le mettre dans la déclaration, quels moyens techniques vous avez mis pour donner à la personne la possibilité d'exercer ses droits. D'accord? Par exemple, je peux créer un email spécial pour la demande des droits aux personnes. Et il y a un délai à répondre à ces requêtes-là. Alors, comment se conformer? La première des choses, on doit nommer un DPO. Bon, la loi n'a pas nommé exactement DPO comme l'a exigé, par exemple, le RGPD. Le RGPD, dans certains cas, il exige la nomination d'un DPO. Mais l'ANPDP a demandé qu'il y ait une personne
qui soit l'intermédiaire entre le responsable de traitement, qui est le gérant de l'entreprise, et l'autorité. Et on doit fournir ces coordonnées. Donc, il faut avoir un DPO, quelqu'un qui s'occupe de la protection des données à caractère personnel parce que c'est quelque chose qui est en continu. Imaginez que vous faites une mise à jour de votre logiciel ou votre éditeur fait une mise à jour de votre logiciel et il ajoute un champ sur un des formulaires, vous devez redéclarer à l'autorité. Donc, il y a quelqu'un qui doit suivre tout ça. Alors, la deuxième étape, c'est que ce DPO doit cartographier tous les traitements des données à caractère personnel. Il y a les traitements classiques, je vous les donne tout de suite, les ressources humaines et tout ce qu'elles impliquent, recrutement, paye, RH, formation, etc. La facturation, les achats, la comptabilité, la géolocalisation, Facebook Ads, même Facebook, c'est un traitement à caractère personnel. Si vous faites une publicité et vous recueillez des prospects à travers le formulaire de Facebook, c'est un traitement à caractère personnel. Alors, mettre à jour les formulaires et les cookies de vos sites web et demander les consentements. Alors, tous les formulaires que vous avez sur vos sites web, même la demande de contact, vous devez ajouter la mention de consentement et la finalité de votre traitement. Pour vos cookies, vous devez aussi ajouter la mention d'acceptation. Il faut que l'utilisateur, l'internaute, accepte ce que vous allez faire. Il faut mettre en œuvre des mécanismes pour garantir les droits des personnes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, un email, un formulaire, etc., qui permettent à la personne d'exercer ses droits d'accès, de modification, de suppression, d'opposition. Il faut prendre des mesures de sécurité des systèmes avec registre des violations. La loi exige que vous ayez un registre des violations et à chaque fois qu'il y a une violation, donc une fuite de données, violation de sécurité informatique, vous devez la porter sur le registre et informer dans les 7 jours l'autorité. Alors, donc la première des choses à faire, donc, c'est nommer le DPO et préparer le registre des traitements en interne pour pouvoir le saisir après sur la plateforme. Il faut savoir que c'est déjà en ligne la création d'un compte, c'est déjà en ligne le recensement des traitements sans la description complète. Ils ont mis en ligne le recensement des traitements. Et ils ont même demandé, et c'est un peu, la démarche est un peu erronée, ils vous demandent de dire est-ce que ce traitement est conforme à la loi ou pas. Donc, il y a un registre des traitements, il faut le faire. Avec toutes les informations, il faut préparer toutes les informations selon l'article 14 de la loi pour préparer les déclarations. Donc, les déclarations vont se faire en ligne à travers le site de l'ANPDP. Il y aura un récépissé après 48 heures pour pouvoir continuer. Alors, pour les traitements qui existent déjà, vous devez déclarer avec un engagement de conformité et continuer à faire les traitements. Pour les nouveaux traitements, il faut une déclaration préalable. Il faut une déclaration préalable et attendre le récépissé. Alors, au cas où l'ANPDP estime, juge que le traitement que vous allez faire nécessite une autorisation, elle va vous notifier dans les 10 jours et vous demandera de faire une demande d'autorisation à la place de la déclaration. Donc ça, c'est l'article... Pardon. Alors, le régime d'autorisation, donc ce que j'ai dit maintenant, c'est que s'il y a une décision motivée que l'autorité nationale doit justifier et communiquer au responsable du traitement dans les 10 jours suivant le dépôt de la déclaration. Donc, la demande d'autorisation, c'est la même que la demande de déclaration, les mêmes informations qu'on va porter, et on doit attendre 2 mois. Si au bout de 2 mois, il n'y a pas de réponse, c'est que c'est refusé. Voilà. J'ai fait un petit tour de la loi, de ses implications sur
implication technique, implication organisationnelle et implication sécuritaire. Merci beaucoup. On vous remercie, Si Tajuddin. À présent, nous avons quelques questions si vous voulez bien répondre. Bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez les voir au niveau des questions. Donc, on commence. Oui. Voilà. Alors, la première question qui émane Oui. de M. Nabil Farhat Taleb. Peut-on Oui. considérer les documents numériques d'une entité, d'une société pour une exploitation documents confidentiels faisant signer Oui. par des personnes comme une atteinte aux personnes? Faisons signer par, j'ai pas bien saisi la question. Faisons signer par des personnes. Exact. Alors, peut-on considérer les documents numériques d'une entité ou d'une société Oui. pour exploitation d'un document ou des documents confidentiels? Alors, il faut savoir que la loi concerne les données à caractère personnel. Donc, un document confidentiel peut ne pas comporter des informations à caractère personnel qui identifient une personne. À ce moment-là, c'est autre chose qui s'applique. Ce n'est pas la loi qui nous concerne aujourd'hui, la loi 1807. Mais à partir du moment qu'il y a une information à caractère personnel qui peut identifier une personne, supposons que le document confidentiel parle d'une personne, de sa maladie, par exemple, à ce moment-là, oui, c'est une infraction à la loi. Très bien. La prochaine question, elle est de la part de Zeynep Kawa. Quel profil doit avoir un DPO et quel poste occupe-t-il dans l'entreprise? Alors, la question revient souvent. Donc, il y a le RSSI qui veut être DPO, il y a le DSI qui veut être DPO. En fait, le DPO, c'est une personne, il n'y a pas une formation académique aujourd'hui du DPO. C'est une personne qui doit comprendre, la loi, sans qu'il soit bon. Ça serait bien qu'il soit un juriste, mais un juriste avec un profil informatique. C'est quelqu'un qui doit comprendre la loi. Hein. Il doit avoir des compétences techniques pour pouvoir conseiller, recommander certaines actions techniques. Il doit avoir des compétences, des connaissances en sécurité informatique pour pouvoir conseiller et recommander. Donc, un RSSI peut être un DPO s'il peut avoir les compétences juridiques et informatiques. Un DSI peut être un DPO, mais il doit quitter sa fonction parce qu'il ne doit pas y avoir un conflit d'intérêts. D'après l'autorité et d'après, par exemple, ce qui est dit dans la littérature du RGPD, le DPO doit être en contact direct avec le top management et il ne doit pas avoir un conflit d'intérêts. Il ne doit pas être, par exemple, dans un service de DSI ou de la sécurité, etc. Il doit être en dessus de tous. Voilà. Donc, dans la même continuité de cette question, il y a M. Jamaldin Toumiet qui demande est-ce que le DPO doit-il être employé de la société ou bien peut-on sous-traiter à travers un externe? Bonne question. On peut avoir un DPO externe. On peut faire un contrat avec un DPO externe qui va gérer la conformité de l'entreprise. Alors, M. Nabil Farhat Taleb demande que des fois, ils sont devant des documents téléchargés avec des mentions confidentielles. Quel comportement doit-on avoir? Je pense que j'ai répondu à la question. C'est un document confidentiel, ça, la confidentialité du contenu du document, c'est une chose, et la confidentialité des données à caractère personnel, c'est autre chose. Ça va de soi que s'il y a des données à caractère personnel, nous sommes soumis à la loi 1807. S'il n'y a pas de données à caractère personnel, mais il y a une confidentialité, nous sommes soumis à d'autres lois ou à d'autres règlements internes, etc. Très bien. Et à M. Abdellatif Sahabi, il demande, il dit que nous sommes une société qui fait l'intégration des logiciels de gestion. Nous recevons des données de nos clients pour les charger sur le logiciel installé dans le data center de clients. Sommes-nous concernés par cette loi?
Oui, vous êtes concerné. Alors, premièrement, votre client, il doit vous déclarer en tant que sous-traitant parce que c'est lui qui fait les traitements sur les données, mais vous êtes en train de manipuler ces données. Vous devez aussi déclarer que vous êtes responsable de traitement parce que vous manipulez des données. Vous avez accès à partir du moment que vous avez accès à ces données-là, des données à caractère personnel, vous avez accès en clair, attention. Si c'est chiffré, le problème ne se pose pas. Si vous avez accès en clair à des données à caractère personnel de vos clients, vous êtes dans l'obligation de déclarer. C'est la même chose, par exemple, pour les hébergeurs. Si moi, je suis un hébergeur, j'offre un service de VPS où je n'ai pas accès aux données de mon client. Là, je ne suis pas obligé de déclarer ce traitement-là. Mais si j'offre, par exemple, un service d'hébergement mutualisé, oui, je peux accéder aux bases de données des clients, je peux accéder aux fichiers log des clients, etc. À ce moment-là, je dois déclarer. Et lui, il me déclare en tant que sous-traitant et moi, je suis responsable de traitement. Donc, il y a deux types de déclarations. Très bien. Une autre question avant de donner la parole à M. Abdellatif Sahabi et à M. Salim Badja. Salim Badja, les données doivent-ils être hébergées en Algérie ou bien libre à nous d'héberger ici ou ailleurs? Alors, si vous hébergez ailleurs, vous êtes obligé de faire une demande d'autorisation. Et c'est le problème qui va se poser pour tous les détenteurs de sites web, d'applications web, etc., qui hébergent à l'international. Il s'agit au vu de la loi, au regard de la loi, c'est un transfert à l'étranger. Et ça nécessite une demande d'autorisation. Moi, ce que je pense, c'est que demain, l'autorité, parmi ses missions, ce qu'on a dit au début, c'est qu'elle va faire des conventions avec d'autres autorités du monde. Et je pense que quand ils vont faire une convention avec notre autorité, ils ne vont plus demander d'autorisation, je pense. Hein. Ce n'est pas sûr. C'est ce que je suis en train de réfléchir. Parce que c'est un problème de fond qui va être rencontré par toutes les entreprises. Très bien. Donc, avant de passer aux questions suivantes, on donne la parole à M. Abdellatif Sahabi pour poser sa question. Tfadal, c'est Sahabi. Monsieur Sahabi, vous êtes autorisé à poser votre question. Lui a activé l'écran, le micro. Oui, il est activé. Là, il est coupé. Attendez. Okay. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Tfadal. Excellent. Ma question, déjà, je vous remercie d'avoir répondu à la question que j'ai posée concernant notre domaine d'activité. Mais est-ce qu'on comprend que là, si nous devrons suspendre toute activité de reprise de données de nos clients tant qu'on n'aura pas cette autorisation? Et si demain on aura un refus, on sera interdit de faire ce qu'on appelle, nous, l'activité de reprise de données de nos clients et qu'on sera obligé de se déplacer chez nos clients pour pouvoir traiter leurs données. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il faut faire la distinction entre déclaration et demande d'autorisation. Il y a deux façons de travailler avec la NPDP. La déclaration des traitements qui existent déjà, vous allez déclarer, vous allez continuer, vous allez recevoir dans les 48 heures un récépissé et vous allez continuer à travailler le plus normalement du monde. Sauf si l'autorité estime que votre traitement nécessite une autorisation. Sinon, vous continuez à travailler. Si vous avez un nouveau traitement, vous devez le déclarer et attendre 48 heures le récépissé. Mais pour les anciens traitements, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Vous déclarez, vous joignez votre déclaration avec un engagement de conformité et vous continuez à travailler sous votre responsabilité. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Par contre, pour tout ce qui est autorisation, à ce moment-là, il faut arrêter. Et c'est ça le problème qui va se poser dans le futur. Très bien. Il y a M. Slimane Lounas. Y a-t-il un référentiel des données personnelles? Il n'y a pas de référentiel des données personnelles. Il y a un principe de base que si vous avez des données qui permettent d'identifier
Donc, on a dit directement, d'identifier indirectement une personne ou bien par la combinaison de 2 ou 3 informations, pouvoir identifier une personne. À ce moment-là, c'est considéré comme des données à caractère personnel. Sinon, il n'y a pas de référentiel. C'est très simple. Si vous arrivez, grâce à une information, de connaître, par exemple, quand je dis Yassine Fadli, SG du GAN, c'est bon, j'ai identifié la personne. Je dis Fadli tout court, SG du GAN, j'ai identifié la personne. Je dis Fadli tout court, sans autre information, je ne peux pas identifier. Ce n'est pas une information à caractère personnel. Donc, le fait que je peux avoir une combinaison qui me permet de remonter vers la personne, à ce moment-là, c'est des données à caractère personnel. Alors, il y a M. Saïd Babassi qui pose la question suivante. Comment arrive-t-on à la pénalité sur plainte d'une personne après une tentative à l'amiable ou l'agence qui lance un contrôle? Alors, ce qui est dit sur le site de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, c'est qu'ils vont mettre en ligne des formulaires, les formulaires de déclaration, les demandes d'autorisation, et parmi ces formulaires, les formulaires de plainte, d'accord? Alors, ce que je prévois, c'est qu'en mois d'août, ils vont recevoir des millions de déclarations. Ils ne pourront jamais traiter ces millions de déclarations rapidement. Mais s'ils reçoivent une plainte d'une personne, par exemple, moi, je reçois un email marketing d'une société à qui je n'ai pas donné d'autorisation ou de consentement. À ce moment-là, l'autorité a le droit de faire une enquête, de se déplacer sur les lieux de l'entreprise et de proclamer une sanction sur l'entreprise s'il s'avère qu'il est vrai et s'il s'avère que l'entreprise ne peut pas prouver qu'elle a pris le consentement de la personne. Très bien. Alors, il y a M. Jawad Salim Allal qui pose la question suivante. La RPCE exige la collecte des données identifiant les personnes ou les entreprises hébergeant dans un hébergeur autorisé. L'hébergeur, dans ce cas, est-il sous le principe de l'obligation de collecte de données? Alors, la RPCE, c'est une obligation légale. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le consentement des personnes. Puisque la RPCE, c'est une obligation légale, donc on lui envoie les données sans demander le consentement des personnes. Très bien. Monsieur Louay Jafar pose la question suivante. Est-ce que la déclaration et la demande d'autorisation nous couvrent pendant 2 mois? Si c'est négatif, bon, si pas de réponse, donc réponse négative, peut-on relancer pour défendre le cas ou nous devons simplement nous conformer? Alors, le problème, justement, c'est ça parmi les problèmes, les ambiguïtés de la loi. Par rapport à la déclaration, ça ne se pose pas. Le problème ne se pose pas parce qu'il s'agit de recevoir un récépissé en continuant à faire le traitement. Mais par rapport à l'autorisation, il est dit qu'il faut arrêter le traitement et attendre. Donc, imaginez que toutes les applications, tous les sites web qui sont hébergés à l'international et qui recueillent des informations à caractère personnel, vous allez faire une demande d'autorisation et vous allez cesser l'activité. C'est un problème de fond. On attend des explications. Normalement, avec le GAN, on va voir l'autorité et on va lui demander des explications pour lui expliquer déjà la situation en Algérie. Hein. Très bien. Monsieur Boirada, alors, dans le site de l'AMPDP, ils ont parlé d'une conformité du référentiel de sécurité informatique. Est-ce que c'est une obligation? Alors, c'est une obligation par rapport aux administrations, pas pour le privé. C'est bien précisé sur le site. Le référentiel, c'est une obligation pour les administrations. Alors, pour information, le ADN, sous l'autorité du ministère de la Poste et Télécommunications, ils ont publié un référentiel, il y a 2 ans de cela, un référentiel national de sécurité informatique, d'accord, dans lequel on précise tout ce qu'il faut prendre comme mesure, etc. Dans le site de l'AMPDP, il est dit que les administrations doivent se conformer à ce référentiel. Et le site de l'AMPDP fait une deuxième fois référence à ce référentiel pour la charte
informatique interne. Et là, c'est intéressant pour toutes les entreprises privées ou publiques. Ils ont mis sur le document un modèle, un template de charte informatique interne que vous pouvez utiliser et faire signer par vos employés qui ont accès aux données à caractère personnel dans l'entreprise. D'accord. Donc, la prochaine question, toujours M. Jawad Salim Allel. Non, pas lui. On a répondu à ça, c'est bon. Alors, l'ARPCE protège les hébergeurs et le décharge de toute responsabilité. Enfin, elle protège les hébergeurs et le décharge de toute responsabilité des actes des clients hébergés. Il n'y a pas là une sorte de conflit entre les deux autorités en cas du sous-traitant. Alors, en cas de sous-traitant, par exemple, pour les hébergeurs et leurs clients, il faut impérativement avoir un contrat dans lequel on délimite les responsabilités. Je suis d'accord, il y a un conflit entre ce que dit l'autorité, ce que dit la RPCE, ce que dit le truc de système d'information, comment on appelle ça, le conseil de protection des systèmes d'information. Il y a des chevauchements, il y a des ambiguïtés entre eux, mais ce qui est demandé par la loi, par l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, c'est de faire signer un contrat qui précise exactement les responsabilités de chacune des parties, l'hébergeur et celui qui héberge ses applications, ses données. Parce qu'il y a une responsabilité de l'hébergeur, que l'on veuille ou non, une responsabilité de sécurité, une responsabilité de confidentialité. Les ingénieurs qui font de la maintenance sur les serveurs de l'hébergeur, les ingénieurs de l'hébergeur, ont accès aussi aux données des caractères personnels de leurs clients. Donc, il faut vraiment limiter les responsabilités. Faire signer la charte de confidentialité, même ça protège le responsable de traitement qui est le gérant par rapport à ses employés. Demain, quand on se présente devant un juge, le responsable de traitement, s'il y a une infraction à la loi, il peut faire valoir la charte de confidentialité que ce n'est pas lui le responsable de cette fuite, c'est l'employé et qui a signé l'accord de confidentialité ou la charte de confidentialité demandée par l'autorité. Très bien. Une autre question. Je suis en train de réaliser des plateformes de mise en relation entre professionnels. Est-ce que je suis concerné par cette loi? Bien sûr que vous êtes concerné. Vous êtes en train de récolter une information à caractère personnel. C'est normal, vous êtes concerné. Alors, pour votre information, le kiosque qui vend des cartes SIM à ses clients, il est concerné. Il va remplir le formulaire Ta'ourid ou le Ta'jizi ou le Ta'mobilis, il va les garder chez lui, il va les transmettre à l'opérateur. Il est concerné par la loi. La loi n'exclut personne. À partir du moment que vous avez une information à caractère personnel, vous êtes concerné. Très bien. Alors sauf pour le cas de mise en relation de professionnels. Si les informations recueillies, mais je des données à caractère. Par exemple, je vais recueillir uniquement la raison sociale, le téléphone de l'entreprise, l'email de l'entreprise. Alors, il faut faire attention. L'email de l'entreprise, quand je ne peux pas identifier une personne, par exemple, contact@adex.com, c'est un email qui n'est pas considéré comme une donnée à caractère personnel. jawedsalim@adex.com, c'est un email qui est considéré comme donné à caractère personnel. D'accord? Donc, si votre application ne collecte pas des informations qui permettent d'identifier une personne, le problème ne se pose pas. C'est des entreprises, des raisons sociales, adresse email d'entreprise, son nom. Le problème ne se pose pas. Mais si vous récoltez le nom de la personne, un numéro de téléphone mobile de la personne, à ce moment-là, c'est des données à caractère personnel et vous êtes concerné par la loi. Très bien. Monsieur Abdelkarim Khatib, il pose la question suivante. Le cas de la publication des documents où figurent des griffes cachérants officiels
et parfois des listes de noms sur les réseaux sociaux publics. Quelles seraient les dispositions? Alors, si la personne qui figure dans ce document dépose plainte, elle aura gain de cause. Parce que vous avez manipulé, vous avez fait un traitement sur ces données à caractère personnel sans son consentement. Et le fondement de la loi, c'est de protéger l'intégrité des personnes, de protéger leur vie privée. C'est vraiment un cas de figure où c'est la prison. Alors, Monsieur Lies Yassine Asher, il dit qu'il peut arriver, ça concerne les sous-traitants, il peut arriver que ce sous-traitant fasse appel à un autre sous-traitant pour effectuer une partie de son traitement. Ouais. Quelle est la procédure dans ce cas? Alors, le premier responsable de traitement, il doit déclarer son sous-traitant, le premier sous-traitant. Donc, et le sous-traitant, le premier sous-traitant, il devient de facto un responsable de traitement puisqu'il va manipuler des données. Donc, il doit lui aussi faire une déclaration et déclarer son deuxième sous-traitant. D'accord? Et l'autorité a la file des gens qui manipulent les données à caractère personnel. Très bien. Alors, spectateur anonyme. Très bien. Alors, Monsieur Jeblin Abdessamad, est-ce que la déclaration et la demande d'autorisation nous couvrent pendant 2 mois? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, peut-on relancer? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. معليش سنة بياتي نعاود ريبوندي عليها باسكو هي ابارامون ني با بيان كومبريز. كاين ديكلاراسيون وكاين اوتوريزاسيون. La déclaration, si vous la faites sur le site, vous avez 48 heures, vous avez votre récépissé. Vous pouvez continuer à travailler le plus normalement du monde. Pour des traitements qui existent déjà, avec un engagement. Pour les nouveaux traitements, il faut faire la déclaration et attendre 48 heures avant d'effectuer le traitement. C'est-à-dire pour la déclaration. L'autorisation, il faut arrêter le traitement. Si l'autorité, elle reçoit votre déclaration de traitement, elle reçoit la déclaration de traitement, et elle estime que ce traitement-là nécessite une autorisation. Elle va vous notifier dans les 10 jours, même quand vous dites le traitement, le problème ne se pose pas parce que d'ailleurs vous avez reçu les récépissés, vous avez commencé à travailler, vous avez commencé à faire ce traitement-là. Après 10 jours, elle va vous notifier pour vous dire que vous devez arrêter ce traitement et faire une demande d'autorisation. Et si vous êtes passé en mode autorisation, vous devez arrêter le traitement et attendre 2 mois. Très bien. Alors, M. Slim Bajab pose une autre question. On évoque un exemple d'un CMS algérien qui ressemble à Shopify, à qui incombe la responsabilité des infractions à caractère personnel. Le Shopify ou le e-commerçant qui utilise le CMS? L'outil, indépendamment, à partir du moment que vous allez manipuler des informations à travers un outil, c'est vous le responsable. Facebook ou la Shopify ou n'importe quel CMS, c'est un outil. Mais ce que vous faites, vous, c'est vous qui êtes responsable du traitement. C'est vous qui êtes en train de manipuler ces données-là. Et à ce moment-là, c'est vous le responsable. Ce n'est pas Shopify. Très bien. Mais vous devez le déclarer. Et si ces données sont à l'étranger, c'est justement, il faut déclarer, il faut demander une autorisation. C'est pour ça qu'il y a une demande d'autorisation, parce que les données sont à l'étranger. Monsieur Abdelhamid Bourada. Mais le responsable du traitement, c'est vous, quel que soit l'outil. J'ai dit tout à l'heure, même Facebook Ads, lorsque vous recueillez des informations de prospects, ils sont chez Facebook, mais vous pouvez les télécharger, vous pouvez les visualiser, vous pouvez les utiliser. À ce moment-là, c'est vous le responsable de traitement. Très bien. Alors, Monsieur Abdelhamid Bourada, selon l'ANPDP, c'est quoi la définition du transfert à l'étranger? Seulement l'hébergement ou bien l'accès d'une personne qui est à l'étranger à une donnée hébergée en Algérie est considéré comme un transfert? Bravo, bravo. C'est une question pertinente. L'ANPDP ne répond pas sur ça.
mais la littérature du RGPD, la loi 1807, elle est inspirée, je connais ça, elle est inspirée du RGPD, d'accord? Pour le RGPD, le fait de consulter une information d'un autre pays, même si elle est hébergée en Europe, c'est considéré comme un transfert des données à caractère personnel. Pour vous dire toute la problématique qui nous est posée maintenant. Vous avez vos données sont hébergées en Algérie, quelqu'un peut accéder de l'étranger, peut télécharger des informations, l'annuaire. Par exemple, vous gérez un annuaire de données à caractère personnel qui sont hébergées ici en Algérie, le problème ne se pose pas, vous faites votre traitement, mais le fait que cet annuaire est accessible à partir de la France et que quelqu'un peut télécharger ces documents-là, c'est considéré que c'est un transfert à l'étranger. Très bien. Alors, M. Abdellatif Sahabi pose une autre question. Est-ce que cette loi interdit formellement le cloud pour l'hébergement des données? Non. Cette loi, c'est une loi à caractère juridique. Après, les interprétations techniques, c'est à nous de voir. Si le cloud se trouve rien n'est interdit. Hein. Il faut demander des autorisations. Si le cloud se trouve à l'international, il faut demander une autorisation. Vous utilisez AWS ou là vous utilisez Azure, à ce moment-là, c'est des données, c'est un transfert à l'étranger, vous devez demander une autorisation. Si le cloud se trouve ici, vous êtes soumis à la déclaration. Alors, M. Abdelkarim Mbarak, quand on récolte une carte de visite lors d'une rencontre d'un salon, est-ce qu'on peut lui envoyer un email le plus normalement possible ou est-ce que je dois lui envoyer un premier email en lui demandant de me donner son accord? Non, par rapport aux cartes visite, c'est une bonne question, ça a été déjà posé. Alors, quand quelqu'un me donne une carte visite, donc il consent à ce que je le contacte. C'est un contact entre lui et moi. Mais ça c'est autorisé. Mais si je prends cette carte visite et je vais l'insérer dans mon CRM et il va recevoir une prospection, des offres, etc. À ce moment-là, c'est une infraction parce qu'il ne vous a pas donné son consentement pour lui envoyer des offres. Il vous a donné son consentement implicite de vous contacter et le contacter. D'accord? Donc, ça dépend de l'usage que vous allez faire de la carte visite. Très bien. Alors, nous donnons la parole à Madame Faiza Makhlouf qui vient de demander la parole pour poser sa question. Madame Faiza Makhlouf. En attendant qu'elle active son micro, on passe à la question suivante. Monsieur Louaï Jafar, s'il faut arrêter le traitement après la demande d'autorisation, il y aura des milliers d'emplois menacés. Comment les acteurs des aides vont s'en sortir? Ce matin, j'en parlais avec le président du GAN. Je lui ai dit qu'on doit voir l'autorité pour lui expliquer la situation. Il faut qu'on lui explique les cas qu'elle va rencontrer. La situation qui va changer. Donc, je pense qu'une rencontre avec l'autorité s'impose pour pouvoir leur expliquer la situation algérienne, des acteurs des aides. Très bien. Monsieur Abdelkarim Mbarak pose une autre question. J'ai une plateforme d'emailing et j'ai des clients qui envoient via cette plateforme des emails à leurs prospects avec leur propre liste. Est-ce que je suis responsable si mes clients ne respectent pas la loi? Alors, d'abord, pour vos clients, vous êtes le sous-traitant. Donc, ils vont vous déclarer parce que les informations de leurs prospects se trouvent sur votre plateforme. La deuxième des choses, vous êtes responsable de traitement parce que vous avez accès à ces données-là. Et à ce moment-là, si vous avez accès à ces données-là, vous devez demander à vos clients la provenance et leur exiger le consentement de ces personnes-là. Sinon, vous êtes aussi en infraction par rapport à la loi. Très bien.
Alors, Monsieur Abdelhamid Bourada, y a-t-il des pays qui sont blacklistés pour le transfert des données? Pour le moment, on ne nous a rien dit. La seule chose qui est dite, c'est que l'Autorité nationale de protection de données à caractère personnel va établir des conventions avec des pays qui ont le même niveau de sécurité que l'Algérie. Monsieur Majour, si je lance des campagnes publicitaires à travers des prestataires mailing, est-ce qu'il nous faut des autorisations ou non? La campagne publicitaire, par exemple une campagne ads sur Facebook, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Mais vous devez après déclarer si vous recevez, si vous avez un formulaire, je ne sais pas, la page d'atterrissage, landing page de votre ads, si elle va récolter une information de données à caractère personnel, vous devez déclarer le traitement. C'est clair, d'accord? Très bien. Toujours une question sur l'emailing, émanant de Faiza Makhlouf. Alors, peut-on utiliser une plateforme étrangère pour le emailing? Alors, si vous utilisez une plateforme étrangère pour le emailing, la première des choses, c'est que vous allez récolter des prospects dans cette plateforme. Donc, comment vous avez récolté ces prospects? Et le fait de les mettre dans la plateforme étrangère, vous êtes en train de faire du transfert des données à l'étranger, donc ça nécessite une autorisation. Et la deuxième des choses, si vous envoyez un emailing à ces personnes-là en votre nom, même si c'est de l'étranger et qu'ils n'ont pas consenti, vous êtes en infraction, vous allez en prison. Très bien. Monsieur Louay Jafar pose, alors, concernant les multinationales qui ont SAP, Sage, etc., vont-ils arrêter le traitement? C'est la même question qui revient, Louay. Ouais. C'est notre problème aujourd'hui. Nous avons des données, énormément de données à l'étranger, et si nous allons faire des demandes d'autorisation et attendre 2 mois, c'est toute l'Algérie qui va s'arrêter. Inch'Allah, on va voir avec l'autorité pour leur expliquer, pour avoir des dérogations ou là, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Au moins leur expliquer la situation. Alors, je pense qu'il y a une dernière question. Ah non. Alors, s'il y a d'autres questions, et je pense s'il y a quelqu'un qui a posé une question et qui n'a pas trouvé réponse, qu'il formule sa question. Il y a Monsieur Jawad Salim Allal qui demande la parole. À vous la parole, Monsieur Allal. Salam alaikum. Tajdin, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Le Gan pour cette sensibilisation. Donc, ma question, elle est, dans le cas où le GAN déciderait de faire une réunion avec l'autorité de la protection des données personnelles, en essayant de voir que le cas Algérie pour le rapatriement des données à l'étranger, n'est-il pas une mesure contradictoire de fait d'encourager les acteurs locaux à héberger en Algérie et surtout pour les hébergeurs locaux qui investissent beaucoup de sommes d'argent pour avoir aussi de l'hébergement en Algérie? Oui, c'est un débat, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue. Le fait qu'on demande à l'autorité d'autoriser les gens à héberger à l'étranger, c'est qu'on fait perdre des parts de marché aux hébergeurs algériens. Mais la situation dans laquelle on se trouve, c'est que nous avons des milliers. Les offres d'hébergement qui trouvent à l'étranger, avec les prix, avec les performances, pour eux, je ne sais pas moi, elles sont meilleures qu'en Algérie. Donc, c'est un débat qui sort du thème de notre webinaire, mais c'est un débat très important, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on va dans ce sens ou là dans ce sens? Le fait de permettre aux opérateurs d'héberger à l'international, c'est qu'on est en train de sanctionner les hébergeurs nationaux, ou bien le fait qu'on exige à toutes les entreprises d'héberger au niveau national, il faut avoir les prix et les performances équivalentes de ce qu'ils ont à l'international. C'est un débat. Ça nécessite un débat. Une autre question, Abdelhamid Bourada toujours.
le DPO engage-t-il sa responsabilité pénale? Non, la responsabilité pénale, c'est le gérant, mais la charte informatique qui va être signée par les personnes va spécifier les responsabilités. Et le manquement aux responsabilités sera bien déterminé selon l'enquête de la NPDP, qui a manqué à ses responsabilités selon la charte ADEC et selon l'enquête. Très bien, donc je pense que nous avons… Donc le gérant, devant le juge, c'est le responsable pénal. J'ajouterai une chose, Tanik, le fait de faire les déclarations ne veut pas dire que nous sommes en conformité avec la loi, parce que les informations de la déclaration ne veulent pas nécessairement dire que vous êtes en conformité avec la loi. Il faut avoir un audit pour voir si nous respectons les principes de licéité, les principes de minimisation, les principes de fondement légal, etc. Très bien. Donc, c'était la dernière question que nous avons reçue. À présent, s'il y a un des participants où nous n'avons pas répondu à sa question, qu'il la reformule, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je tiens à vous remercier, c'est Tajdim Bachir. Je tiens aussi à remercier c'est Jawad Allal et ADEX pour héberger ce webinaire. Je pense que tout le monde a pu avoir l'information qu'il cherchait. Donc, on remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. En premier lieu, comme je viens de le dire, la société ADEX et M. Jawad Allal d'avoir hébergé ce webinaire. Nous remercions tous les participants et nous tâcherons à effectuer d'autres actions à l'avenir conformément aux besoins et à l'actualité. Le GAN sera présent, Inch'Allah, et on essaiera d'apporter les éléments d'information qui serviront nos membres et nos adhérents. Sur ce, je réitère mes remerciements à Sitach Dim Bachir et on se dit à très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shukran. Au revoir.